Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Eleanor Whitmore, j'ai 72 ans. Le temps a sculpté mon visage avec douceur, mais mes yeux ont gardé la vivacité d'autrefois. J'ai survécu aux tempêtes, à l'usure des jours, à l'usure de l'amour aussi. Je suis veuve depuis 6 ans, depuis que Franklin, mon mari depuis 43 ans, est parti dans son sommeil un soir de janvier. Paisiblement. Trop paisiblement pour moi, qui ne l'étais pas. Avec lui, j'ai bâti une vie modeste, honnête, ancrée dans les valeurs de respect, de travail et de loyauté. Lui, garagiste passionné de moteurs et de blues, moi, institutrice puis directrice d'une école primaire dans une petite ville du Colorado. Nous n'avions pas la fortune, non. Mais nous avions la dignité, ce bien si rare et si précieux qu'on cultive dans le silence des jours simples. Chaque dollar comptait. On planifiait, on mettait de côté. Franklin réparait les voitures de ses clients comme s'il soignait leur vie. Moi, j'enseignais à mes élèves avec la conviction que chaque enfant cachait un monde. Les étés, on partait en camping près de Gunnison Lake. L'hiver, on se réunissait autour d'une soupe faite maison. Les années ont passé. Nos enfants, David et Marilyn, sont devenus adultes. Le nid s'est vidé, mais notre maison n'a jamais cessé d'être pleine de chaleur. Après sa mort, j'ai gardé la maison, ce vieux cottage blanc aux porches fleuries, et ce jardin, qu'il avait planté avec patience, des pivoines, des marguerites, un vieux pommier. J'ai gardé les souvenirs, les albums photos, les cartes de vœux écrites à la main, la vieille radio dans la cuisine. Et surtout, j'ai gardé l'envie d'aimer, de donner. Donner du temps, de l'écoute, et parfois, un peu plus. Parmi mes plus grandes joies, il y avait mes 3 petits-enfants, Chloé, l'aîné, au regard vif et aux rêves débordants. Jérémy, l'adolescent discret, féru de jeux vidéo. Et elle est, la plus jeune, vive comme un feu de camp. Je les ai vus grandir, venir passer des week-ends chez moi, réclamer mes pancakes du dimanche, se blottir contre moi pour que je leur raconte des histoires. Je les aimais d'un amour absolu, doux, presque silencieux. Alors, quand un soir de printemps, Chloé, 24 ans, m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle allait se marier, mon cœur s'est emballé. Mamie, tu vas être fière. Il s'appelle Travis Mitchell. Il est incroyable. Elle m'a décrit ce jeune homme qu'elle avait rencontré à l'université, intelligent, drôle, ambitieux, issu d'une bonne famille du Missouri. Je veux que ce soit le plus beau jour de ma vie, mamie. Et moi, j'ai souri, émue. Tu le mérites, ma chérie. Chloé était brillante. Diplômée en marketing digital, elle avait toujours su ce qu'elle voulait. Elle avait cette confiance des nouvelles générations, ce goût du monde, des choses belles, modernes, bien organisées. Elle parlait vite, pensait encore plus vite, et voulait que tout soit parfait. Moi, je l'écoutais avec fierté et tendresse. Alors, presque naturellement, j'ai dit. Je pourrais vous aider un peu, si tu veux. Tu sais, pour le mariage. Ce qui devait être un simple coup de pouce s'est transformé, sans que je m'en rende compte, en une prise en charge quasi complète. D'abord, c'était la salle. Elle rêvait d'un domaine chic à Boulder, avec vue sur les montagnes. Mamie, c'est $7 200 pour le week-end. C'est une bonne affaire, tu trouves pas? Je n'ai pas osé dire non. Puis le traiteur, $85 par personne pour 150 invités. On veut un menu végétarien fusion. C'est tendance. Encore moi. Puis est venue la robe, une pièce somptueuse en dentelle italienne, $3500. Elle m'a dit que c'était la robe de sa vie. J'ai signé le chèque. Le photographe? Le DJ? Les fleurs? Travis pense que ce serait bien que tout soit bien couvert. On a pensé à toi. Et toujours, je disais. Bien sûr, ma chérie. Si ça te rend heureuse. Je n'étais pas naïve. Je connaissais les montants. Je faisais mes comptes. Et j'en avais les moyens, non sans effort, non sans sacrifice, mais j'en avais les moyens. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le glissement de sens. Je ne donnais plus pour aider.
Je devais donner. C'était devenu une attente. Une évidence. On me présentait des factures, des choix déjà faits, et on attendait simplement que je valide. Je pensais naïvement que l'amour justifiait ces gestes. Que mon engagement discret serait reconnu, salué peut-être dans un mot de remerciement, un regard, un geste. Ou au moins, apprécié. Mais dans cette histoire, j'étais la banque, pas la grand-mère. Et je ne l'ai compris que trop tard. Le mariage a eu lieu un samedi de mai, comme dans les contes de fées modernes. Le ciel était d'un bleu limpide, parsemé de quelques nuages timides. L'air était doux, caressant, et portait l'odeur des pivoines fraîchement coupées. Je m'étais préparée avec soin. J'avais passé plus d'une heure devant mon miroir, seule dans ma salle de bain silencieuse. J'avais choisi une robe bleu pâle, fluide, élégante, achetée pour l'occasion. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais pleine de douceur et de dignité. J'avais remonté mes cheveux en un chignon simple, piqué d'une épingle de nacre que Franklin m'avait offerte il y a 30 ans pour notre anniversaire de mariage. Elle portait encore la chaleur de sa main, dans mon souvenir. Mes chaussures étaient confortables à mon âge, on pense au confort avant la mode, mais propres, bien cirées. Et dans mon sac, j'avais glissé une petite enveloppe contenant un chèque cadeau que j'avais prévu d'offrir à Chloé après la cérémonie. Parce qu'au fond, malgré la fatigue, j'étais heureuse d'être là. Quand je suis arrivée sur le site du domaine, l'ambiance était électrique, pétillante. Des rires, des éclats de voix, des flashs d'appareils photo. Les jeunes femmes en robe pastel se prenaient en selfie, les hommes riaient autour du bar à cocktail. Personne ne m'avait vu arriver. Je me suis avancée doucement, balayant l'endroit du regard, espérant apercevoir Marilyn ou David. Au lieu de cela, je suis tombée sur Amanda, une des demoiselles d'honneur, que je connaissais à peine. Elle m'a accueillie avec un sourire trop large, un peu figé. « Ah, Mrs. Whitmore. Voici votre badge. » Elle m'a tendu une petite carte, joliment décorée, accrochée à une pince dorée. J'ai lu. 2 secondes. 3. La vieille dame qui paie tout. Le temps s'est arrêté. Un souffle m'a manqué. J'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Une blague interne. Un mot d'humour maladroit. Quelqu'un allait sûrement s'exclamer « Oh non, on s'est trompé, tenez le vrai badge. » Mais non. Autour de moi, des gens riaient doucement. Pas méchamment. Mais d'un rire léger, presque complice, comme si ce surnom était connu de tous, accepté. Comme si c'était une évidence, j'étais celle qui paie, pas celle qu'on célèbre. J'ai vu Jérémy, mon petit-fils, 20 ans, sortir son téléphone et prendre une photo de moi, badge en évidence. Allez, mamie, fais un sourire. C'est drôle, non? Je l'ai regardé. J'ai senti mes joues s'échauffer. Mon cœur battre trop vite. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai baissé les yeux. Je me suis avancée à pas lents jusqu'à la salle de réception. Je cherchais une table. Mon nom était écrit sur une carte au fond de la pièce, près des plantes décoratives, loin de la scène, loin de la table d'honneur. Je me suis assise entre 2 inconnus, des amis de la famille de Trévis, m'a-t-on dit. Ils ont parlé de golf et de placement financier tout le repas. Personne n'a remarqué mon silence. Ni Chloé, la mariée. Ni Trévis, le marié. Ni mes enfants, pourtant présents. Personne n'est venu me serrer la main. Personne ne m'a dit « Merci, Eleanor. Merci pour tout. » Quand est venu le moment des discours, j'ai encore espéré. Je me suis redressée, j'ai regardé vers l'estrade. Chloé a pris la parole, belle comme une star de cinéma, le regard brillant d'émotion. Elle a remercié Dieu, ses parents, ses amis de fac, la fleuriste, la photographe, même le traiteur pour le meilleur risotto de sa vie. Mais pas moi. Pas un mot. Pas une syllabe. C'est à ce moment-là que j'ai senti une douleur sourde me traverser la poitrine. Une douleur ancienne, celle de l'invisibilité. Celle qu'on réserve aux femmes vieillissantes. Celle qui donne tout, mais à qui l'on n'offre même plus un regard. Alors, sans faire de bruit, je me suis levée. J'ai quitté la salle discrètement. J'ai traversé la pelouse encore baignée de lumière.
J'ai marché jusqu'à ma voiture, seule, dans mes chaussures confortables. Je suis rentrée avant la pièce montée. Et dans mon sac, l'enveloppe avec le chèque cadeau était toujours là. Fermée. Froissée. Le lendemain, la maison était silencieuse, comme figée dans une attente déçue. Je m'étais levée tôt, par habitude. J'avais préparé du café, toasté 2 tranches de pain. J'avais même dressé une petite table pour 2, comme si quelqu'un allait venir. Peut-être Marilyn? Peut-être Chloé, pour raconter sa nuit, pour rire de tout ce qu'elle avait oublié de dire hier, pour s'excuser, ou même juste, être là. Mais rien. Pas un appel. Pas un texto. Pas un remerciement. Même pas un emoji, même pas une ligne automatique de « merci encore pour tout » envoyé à la va-vite. Le vide. Les heures ont passé. Le café est devenu froid. Les toasts durent comme du carton. Je suis restée là, assise dans ma cuisine, à fixer la nappe. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge comme un rappel cruel que le monde continuait sans moi. Les jours ont suivi, tous semblables. Pas de nouvelles. J'ai feuilleté l'album photo de mon mariage avec Franklin. Puis celui du baptême de Chloé. Je l'ai vu bébé, dans mes bras. J'ai vu ses premiers pas dans le jardin, son sourire édenté quand elle a perdu sa première dent. Je l'ai vue habillée en sorcière à Halloween, en ballerine à Noël. Je l'ai vue pleurer dans mes bras quand elle avait peur des orages. Et maintenant? Maintenant elle riait de moi. Elle m'avait rabaissée, humiliée. Et elle ne m'avait même pas appelée. Une semaine plus tard, le téléphone a enfin sonné. J'ai reconnu le numéro de David, mon fils. J'ai décroché immédiatement, mon cœur battant plus fort. Peut-être allait-il me dire que Chloé voulait venir me voir. Peut-être voulait-il me présenter ses excuses pour m'avoir laissée seule à cette table, sans un mot. Mais ce n'était pas ça. Sa voix était tendue, rapide, haletante. Maman. Chloé est partie. Avec Travis. Partie? Comment ça, partie? Ils ont vidé leur compte commun. Ils ont quitté l'appartement. Tous leurs vêtements sont partis, plus une trace. Ils ont bloqué tout le monde sur les réseaux. On ne sait même pas où ils sont. C'est comme s'ils avaient disparu. Je suis restée muette. Pas choquée. Pas surprise. Pas même en colère. Non, j'étais vidée. Comme un vase renversé, sans fond. Une coquille. Le cœur en creux. Il n'y avait pas de larmes. Pas cette fois. Juste une immense fatigue, une lassitude vieille de plusieurs décennies. L'impression d'avoir été vidée jusqu'à la moelle. J'ai reposé le combiné lentement, et je suis restée là, assise dans mon fauteuil, les mains sur les genoux. Un long silence a suivi. Et dans ce silence, j'ai compris. Ce mariage, cette cérémonie à laquelle j'avais tant donné, n'avait jamais été un événement de famille. Ce n'était pas une union sacrée. C'était un projet bien emballé, une vitrine, une performance sociale. Un investissement émotionnel à sens unique. Moi, j'avais mis tout mon amour. Mon temps. Mon argent. Mon nom. Mes souvenirs. Eux, ils avaient pris. Avalé. Consommé. Sans une once de reconnaissance. Je n'étais plus une mère. Je n'étais plus une grand-mère. J'étais devenue une carte de crédit sur pattes. Une banque silencieuse. Un nom sur un chèque. Et maintenant que le compte était vidé, que l'histoire avait été racontée, que les photos avaient été postées sur Instagram. Ils étaient partis. Sans un mot. Sans un regard. Et c'est à ce moment précis, dans ce salon silencieux, que quelque chose en moi s'est brisé. Mais au même instant, quelque chose d'autre s'est réveillé. Lentement. Une lucidité nouvelle. Froidement calme. Ce n'est pas moi qui ai disparu d'eux. C'est eux qui se sont effacés de ma vie. 3 mois plus tard, alors que l'automne commençait à tapisser les trottoirs de feuilles brûlées, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison. Celle que Franklin et moi avions construite brique après brique, au rythme des rires d'enfants, des anniversaires improvisés, des dimanches pluvieux passés à lire au coin du feu. Cette maison était belle, oui.
Mais elle était devenue une crypte de souvenirs douloureux, un musée du passé, où chaque pièce me rappelait ce que j'avais donné, et ce que j'avais perdu. Le salon, où Chloé jouait au Scrabble sur le tapis. La cuisine, où elle léchait les cuillères pleines de pâte à gâteau. Le bureau, où j'avais signé les chèques du mariage, le cœur léger. Tout était chargé de fantômes affectueux, devenus soudain amers. Alors j'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai mis la maison en vente. J'ai choisi un petit appartement au 2e étage d'un immeuble calme, non loin de la bibliothèque municipale. Un lieu à taille humaine, lumineux, avec une terrasse étroite où j'ai placé quelques pots de géranium, de basilic, de lavande. C'était modeste, mais c'était à moi. Un cocon neuf, simple, sans attente, sans souvenir gravé dans les murs. Le matin, je prenais mon café dehors, enroulé dans un châle tricoté main, en écoutant le bruit des passants. J'y ai découvert le silence qui guérit, différent de celui qui blesse. Et dans ce silence-là, quelque chose a germé. La Fondation Franklin et Eleanor est née une nuit d'insomnie. J'étais assise dans mon fauteuil, à contempler les lumières de la ville par la fenêtre. Et soudain, je me suis dit. Pourquoi continuer à attendre l'amour de ceux qui n'en donnent plus? Pourquoi ne pas transformer ce chagrin en chance pour d'autres? J'ai repris mes économies, les dividendes, ce qui restait de la vente de la maison. L'argent que j'avais mis de côté pour mes petits-enfants. Ce même argent qu'ils n'avaient jamais su honorer. Et je l'ai réorienté. La Fondation allait offrir des bourses d'études à des jeunes femmes brillantes, issues de familles modestes, pour les aider à réaliser leurs rêves d'université, d'art, de médecine, d'écriture. Peu importe leur origine, tant qu'elles avaient la flamme, le courage, et le respect du don. Chaque dossier serait lu avec attention. Chaque histoire pèserait. Et chaque aide porterait le nom de Franklin et Eleanor, comme un prolongement de ce que nous avions toujours voulu incarner, le partage, sans flatterie ni obligation. Un jour de novembre, alors que les arbres se dénudaient et que la lumière se faisait plus rase, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe froissée, sans timbre, sans expéditeur. Elle semblait avoir traversé un monde avant d'atterrir chez moi. En la prenant, mon cœur s'est resserré. J'ai reconnu l'écriture nerveuse de Chloé. Je suis entrée, j'ai posé l'enveloppe sur la table, et je suis restée là, à la fixer. 1 heure peut-être. Peut-être 2. Puis j'ai ouvert. Et j'ai lu. Grand-mère. Je suis désolée. J'ai honte. Travis m'a quittée après avoir tout dépensé. Il m'a manipulée. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'amis. Et surtout, je n'ai plus toi. Tu me manques. Pardon. Je t'en supplie, écris-moi. Chloé. Je l'ai relu. 3 fois. Puis une 4e. Il y avait des traces d'encre pâlie. Peut-être des larmes. Ou peut-être pas. J'aurais voulu ressentir quelque chose de clair, de la colère, de la joie, un soulagement. Mais tout ce que je ressentais, c'était une vague lente, grise, tiède. Une fatigue d'âme. Une question lancinante. Était-ce trop tard? Je n'ai pas déchiré la lettre. Je ne l'ai pas ignorée. Je l'ai simplement rangée dans une boîte, au fond d'un tiroir, avec d'autres souvenirs, une boucle d'oreille solitaire, une photo de Franklin dans le jardin, un petit bracelet d'enfant avec le prénom Chloé en lettres colorées. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Parce que je sais maintenant qu'un pardon, ce n'est pas une carte qu'on envoie, c'est une maison qu'on rebâtit. Pas avec des mots. Mais avec des actes. Et si un jour, Chloé revient frapper à ma porte, je lui ouvrirai peut-être. Mais elle devra d'abord déposer ses excuses au seuil, retirer ses souliers de l'arrogance, et marcher pieds nus sur les larmes qu'elle a semées. Aujourd'hui, les jours n'ont plus le même goût qu'avant. Ils ne sont ni amers, ni sucrés. Ils sont doux, comme une pluie fine sur un visage levé. Je me lève chaque matin sans agenda chargé, mais avec une mission claire. Je donne des conférences dans des lycées, des centres communautaires, des bibliothèques. Je parle devant des jeunes femmes, souvent entre 16 et 25 ans. Elles m'écoutent, certaines distraites au début, d'autres méfiantes, comme si une vieille dame ne pouvait rien leur apprendre. Mais peu à peu, les regards changent.
Parce que je ne leur parle pas de morale. Je leur parle de respect, de dignité, et de ce que c'est que de donner sans se perdre, de s'aimer assez pour ne pas se dissoudre dans l'amour des autres. Je leur parle de l'illusion qu'on a souvent, surtout quand on est une femme, qu'il faut mériter sa place en donnant toujours plus, toujours trop. Et de la force qu'il faut pour dire non, avec calme, avec fermeté, avec amour. Je leur parle de mémoire, de transmission, de cette tendresse qu'on confond trop souvent avec la servitude. À la fin de mes discours, il y a toujours un moment suspendu. Un silence chargé, une émotion diffuse. Et puis, souvent, une main se lève. Une voix timide demande. Madame Whitmore, est-ce que vous avez pardonné? Je respire profondément. Et je réponds. Le pardon, mes chéris, ce n'est pas un cadeau qu'on offre à l'autre. C'est une liberté qu'on s'offre à soi-même. Mais il ne peut venir qu'après la prise de conscience, le changement sincère. Et il ne peut jamais venir sous pression. Parfois, à la sortie, des jeunes femmes m'attendent. Certaines m'étreignent sans rien dire. D'autres, les yeux humides, me soufflent. Vous m'avez rappelé ma grand-mère. J'aurais aimé qu'elle vous entende. Merci. Merci d'avoir dit tout haut ce que je n'arrivais pas à penser tout bas. Et je souris. Pas de ce sourire triste et résigné qu'on apprend avec l'âge. Non. Un sourire ancré, apaisé, libre. Parce qu'au fond, je ne suis pas la vieille dame qui paie tout. Je suis Eleanor Whitmore. Femme. Non plus au service des caprices des autres, mais porteuse de ma propre voix. Mère. Pas seulement biologique, mais aussi symbolique, mère d'idées, de causes, de futurs à défendre. Bâtisseuse. De liens nouveaux, de passerelles entre générations, de fondations solides. Et surtout, aujourd'hui, je paie, pour moi. Je paie pour mon bien-être. Je paie pour mes silences, enfin écouter. Je paie pour les graines que je sème, et qui ne me doivent rien. Je paie en amour propre, en temps choisi, en liberté retrouvée. Et c'est, enfin, le plus bel investissement de ma vie.